Canada, le Brésil et l'Union européenne entendent donner un coup d'accélérateur à leur coopération avec le Mali. Pour concrétiser cette volonté, 3 nouveaux ambassadeurs ont présenté cet après-midi leur lettre de créance au président de la République. 25 milliards de francs CFA pour réhabiliter et équiper les écoles en mobilier scolaire dans la région de Mopti. Une mission conjointe AGETIP Mali et l'unité de coordination du projet de reconstruction et de relance économique vient de donner le ton. La lumière du Venezuela, c'est le titre d'une exposition d'ouvrages lancée hier. Les œuvres qui remontent aux années 1930-50 sont du peintre vénézuélien Armando Rivero. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition du soir. Présentation de lettres de créance à Koulouba. 3 nouveaux ambassadeurs ont présenté cet après-midi au président de la République leur lettre de créance. Il s'agit donc des ambassadeurs du Canada, du Brésil et de l'Union européenne. On en parle là au cours de cette édition avec notre reporter Sira Bachili. Et tout de suite, c'est communiqué du gouvernement de la République du Mali. Le gouvernement de la République du Mali dit avoir appris avec un grand regret la reprise des affrontements entre les parties signataires de l'accord de paix près de Khalil dans la région de Kidal. Il condamne sans réserve ces affrontements répétitifs qui constituent des violations graves de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Il invite toutes les parties à s'inscrire résolument dans la voie de la mise en œuvre de l'accord de paix et à s'abstenir de toute action de nature à retarder la réalisation des objectifs, notamment l'amélioration des conditions de vie et d'existence des populations qui n'aspirent qu'à vivre en paix. Le gouvernement de la République du Mali invite la médiation internationale et la MINUSMA à prendre toutes les dispositions découlant de leurs responsabilités telles qu'il ressort de l'accord de paix, et cela pour enrayer toutes les entraves de toute origine à la restauration de la paix et de la stabilité sociale. Le gouvernement de la République du Mali réaffirme sa ferme volonté de mettre en œuvre toutes les dispositions de l'accord pour la paix et la réconciliation. C'était là le contenu du communiqué du gouvernement de la République du Mali. Cérémonie d'adieu cet après-midi au Conseil des collectivités. Oumarou Ag Mohamed Ibrahim quitte l'institution après plus de 10 années de service à la tête du Conseil. Il va très prochainement diriger les destinées d'une nouvelle structure appelée l'Autorité pour la protection des données personnelles. Une cérémonie pleine d'émotions, nous dit Modibo Marikou. Entre le Haut Conseil de collectivité et son président, l'ère de la séparation a sonné ses jours. Après 13 ans à la tête de la 7e des institutions du Mali, Oumarou Ag Mohamed Ibrahim quitte la présidence pour faire valoir ses compétences à la tête de l'autorité de la protection des données personnelles, une nouvelle structure qui sera mise sur les fonds baptismaux et qui, à l'instar du Haut Conseil des collectivités, trouvera en Oumarou son tout nouveau président. Les nouvelles responsabilités qui m'échouent requièrent de moi ma démission des responsabilités que j'assume actuellement au Conseil de collectivité. Cette décision, je l'avoue, chers collègues conseillers nationaux, fut l'une des plus cornéliennes qu'il m'est arrivé de prendre, au sens qu'elle m'impose une séparation avec des êtres chers, des collaborateurs francs, voire des compagnons de tous les jours avec lesquels j'ai cheminé 13 années durant pour donner corps, vie, visibilité et crédibilité à une institution fantomatique à la limite parce qu'elle est frappée du sceau de l'atypisme. Le président Oumarou quitte donc le Haut Conseil des collectivités après 2 mandats de 5 ans plus 3 années de prolongation. Les moments pendant lesquels ceux-là avec lesquels il a acheminé ne sont pas prêts d'oublier. Permettez-moi de vous adresser à l'occasion de votre départ de la présidence du Haut Conseil des collectivités les très sincères remerciements de l'ensemble du personnel de l'institution pour la qualité exceptionnelle de votre gouvernance tout au long de votre mandat de 2002 à nos jours. Au-delà du responsable et du chef que vous êtes, vous avez été également pour chacun de nous un frère, un père, partageant au quotidien et en toutes circonstances nos joies et nos peines au-delà de nos espérances. Si l'art de diriger consiste
à souvent savoir abandonner la baguette pour ne pas gêner l'orchestre, le président Oumarou a su, par son style de leadership, concilier sa propre réussite avec les intérêts communs. Très cher Oumarou, nous ne cesserons de solliciter les conseils et le soutien du grand frère et du Conseil national que tu es et que tu resteras à jamais. Nous prenons également l'engagement de tout mettre en œuvre, toujours avec tes sages conseils éclairés, d'assurer l'épanouissement du personnel du Haut Conseil, le rayonnement du Haut Conseil des collectivités, la promotion de la décentralisation et le développement des collectivités du Mali. Oumarou fait ses adieux en laissant une institution qu'il a contribué à faire rayonner sur le plan national et au-delà. Parmi ses acquis, les statuts des élus et la création du centre de formation des collectivités, entre autres. À cela s'ajoute les vastes chantiers de la mue de l'institution à la lumière de la régionalisation. Un défi que ceux qui laissent derrière sont prêts à relever. Je vous le disais tout à l'heure, présentation de l'aide de créance à Koulouba. 3 nouveaux ambassadeurs ont présenté cet après-midi au président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, les lettres qui les accréditent au Mali comme ambassadeurs. Il s'agit de celui du Canada, du Brésil et de l'Union européenne au Mali. Ils ont tous comme résidence Bamako, compte rendu Sirabatili. C'est un économiste qui travaillera désormais au renforcement de la coopération Mali-Canada, vieille de plus de 50 ans. Marc-André Fredet, le nouvel ambassadeur agréé du Canada au Mali avec résidence à Bamako, est en terre connue puisqu'il est en service au Mali depuis 2013 comme directeur principal de la coopération au développement au Mali. Les 40 ans de sa carrière ont été consacrés à l'Agence canadienne de développement institutionnel. Marc-André Fredet, en plus de ses lettres de créance, a présenté son équipe au président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, une équipe composée d'administrateurs et d'agents chargés de questions politiques. Puissance économique 11e au monde, c'est le Brésil. Sa coopération avec le Mali porte essentiellement sur l'agriculture, le transfert des technologies agricoles et la formation des cadres maliens. Le désormais intermédiaire entre le Mali et le Brésil se nomme Joao Alberto Dourado Quintaes. Il est le nouvel ambassadeur du Brésil au Mali. Ce diplomate de 59 ans est venu en compagnie de son épouse se présenter au président de la République. Le Mali est la 4e escale d'Alain Olville. Ce diplomate qui représente l'Union européenne a déjà servi au Togo, au Niger et au Burkina Faso comme ambassadeur extraordinaire et chef de la délégation de l'Union européenne. Il est agrégé en lettres modernes. Pour rappel, l'Union européenne a affecté en 2013 200 milliards de francs CFA au Mali, des fonds qui ont été investis dans les domaines politiques, sécuritaires et humanitaires. En plus de ces fonds sur le plan de la sécurité, l'institution européenne a mis en route son programme de formation des soldats. Au total, près de 450 militaires européens ont formé 3 bataillons regroupant au moins 2400 éléments des Fama, Waraba, Elou et Sigui. Communiqué du ministère de l'Éducation nationale qui informe l'ensemble des invités que la 12e édition de la journée du bon élève, initialement prévue pour demain 19 septembre 2015 au palais de Koulouba, est reportée au lundi 21 septembre 2015 à partir de 15h. Ce sera sous la présidence du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Inauguration du Centre national de documentation policière du Mali, c'est un établissement commun aux forces de la police, de la gendarmerie, des douanes et de toute autre administration publique chargée de la sécurité intérieure du pays. La structure va travailler en étroite collaboration avec le système d'information policière de l'Afrique de l'Ouest, SIPAO, compte rendu Lamine Keïta. Grâce à ces nouveaux centres de documentation situés dans l'enceinte de la Direction générale de la police, les échanges d'informations policières entre les pays de la CEDEAO vont se renforcer. Une meilleure intégration des pays de l'Afrique de l'Ouest dans l'échange des données de police via Interpol contribua à une bonne compréhension de la criminalité et à la mise au point de stratégies de répression plus efficaces contre le phénomène. La dangerosité de ce phénomène criminel qui prend l'ampleur, nous devons reconnaître que face à ces dangers,
les autorités disposent de moyens assez limités et réduits pour justement pouvoir réduire ces phénomènes à son plus bas niveau. Il existe alors un besoin crucial pour l'ensemble des agents de renforcement de l'application de la loi de collaborer. Ce lien entre développement et sécurité est au cœur de la stratégie Sahel de l'Union européenne, puisque sans sécurité, il n'y aura pas de développement. Aujourd'hui, notre sous-région est confrontée à toutes sortes de dangers, criminalité, terrorisme, blanchiment d'argent. Face à l'insécurité grandissante, les pays de la sous-région sont obligés de se donner la main. Le Centre national de documentation criminelle sera doté de la personnalité morale et de l'autonomie de gestion. Placé sous la tutelle fonctionnelle du ministre chargé de la sécurité et sous le contrôle juridique de celui de la justice, il constituera à cet effet l'instrument national de mise en œuvre du système d'information policière de l'Afrique de l'Ouest, CEPAO. Le Centre de documentation policière du Mali est un établissement commun aux forces de la police, de la gendarmerie, des douanes et de toute autre administration publique chargée de la sécurité intérieure du pays. Rencontre hier entre les autorités maliennes et la composante internationale du comité de suivi de l'accord de paix. Il s'agissait à travers cette réunion de faire le point de la situation et de dégager les recommandations pour la bonne marche du processus en cours. Compte rendu à Djumatina. Cette réunion consultative entre les autorités maliennes et la composante internationale du suivi des accords de paix et de réconciliation issus du processus d'Alger a permis de plancher sur le processus de paix en vue de sa bonne marche. Nous avons échangé nos informations, notre évaluation et procéder à un échange sur la manière de prendre en charge cette situation dans les meilleurs délais possibles, de façon à ce que l'on puisse remettre en marche très rapidement le processus de mise en œuvre de l'accord. Nous avons convenu d'un certain nombre de mesures, de façon à ce que les parties puissent sur le terrain s'astreindre à la retenue, qu'elles puissent respecter les engagements qu'ils ont contractés en vertu de l'accord. Cette consultation était nécessaire pour remettre le processus de paix en marche. Nous sommes tous d'accord qu'il faut absolument que toutes les parties maliennes refrainent de ces provocations et restent engagées dans la logique de paix, dans la logique de l'accord, que la communauté internationale est résolument derrière. D'énormes efforts ont été consentis pour la signature de l'accord de paix. Il était ainsi nécessaire à mi-parcours d'évaluer sa mise en œuvre avec la composante internationale du comité de suivi. Une réunion importante, ce qu'elle nous permet d'abord de voir si nous avons la même lecture de ce qui se passe depuis 2 mois. Nous avons constaté que nous avons effectivement la même lecture. De voir que si nous ne faisons rien de vigoureux et de définitif, nous risquons de tenir en otage un labeur important sur lequel se fonde l'espérance de tout un peuple, de toute une région et de toute la communauté internationale. Tous les signataires sont intéressés à la bonne mise en œuvre des accords. Ils nous l'ont réaffirmé chaque fois qu'on s'est retrouvés. Mais ce qu'il y a, c'est peut-être que tous les signataires ne sont pas préparés au même niveau à une bonne mise en œuvre des accords. Certains d'entre eux, hélas importants, sont distraits par des préoccupations qui, s'ils les mettaient de côté pour s'occuper de la mise en œuvre de l'accord, se verraient résolues de la meilleure manière et de manière durable à l'intérieur des accords. On peut accepter des retards d'1 semaine, mais on ne peut pas accepter des retards de plusieurs mois pour un processus qui doit ramener la paix chez nous et contribuer de manière significative à la paix dans toute la sous-région. On a pris certaines résolutions ici, on a un calendrier très contraignant, vous verrez très prochainement les résultats de cela sur le terrain. La réunion consultative s'est tenue à huis clos. Parlons encore paix. Caritas Mali organise depuis ce matin une table ronde sur le thème gouvernance sur l'accord de paix et de réconciliation issu du processus d'Alger. À l'issue de cette rencontre, il est attendu plusieurs recommandations. Compte rendu, Isaac Tchenou.
Cette initiative du Caritas Mali vise à mener les participants à réfléchir pour trouver une bonne proposition d'accompagnement du gouvernement dans son processus de mise en œuvre de l'accord de paix. Au regard des difficultés de l'application de l'accord, le gouvernement, en tant qu'acteur principal, doit agir pour apporter des réponses aux aspirations des différentes parties. Pour ce faire, il lui faut un soutien. Aujourd'hui, il revient à chaque Malien, chaque Malienne, de s'interroger sur son apport à la constitution de la cohésion nationale et à l'union des cœurs et des esprits. Chacun à la place qu'il occupe et au niveau où il se trouve est appelé à œuvrer pour la paix, la réconciliation nationale et la consolidation de la démocratie. 2 jours de travaux vont permettre aux participants de dégager une piste à proposer au pouvoir comme contribution au processus de gouvernance de la mise en œuvre de l'accord. Il revient de ce fait à chacun de réfléchir de manière concrète sur les mécanismes et moyens qui permettent à notre nation de se résoudre, d'imaginer les solutions les plus idoines pour poser les jalons d'un destin meilleur pour notre peuple. Au cours des travaux de cette table ronde, les participants auront à échanger sur les difficultés actuelles de la mise en œuvre de l'accord, à analyser le rôle des différents acteurs impliqués, à formuler des recommandations pour améliorer la synergie d'action entre le gouvernement et les parties signataires en vue de la bonne évolution des termes de l'accord. À travers cet atelier de Caritas, l'Église catholique est en droite ligne avec sa vision d'un Mali où règne la civilisation de l'amour, la dignité de la personne humaine, la solidarité, l'état de droit entre autres. On se rappelle du message du pape François aux évêques du Mali qui dit ceci: en ce moment difficile, chacun est appelé à se surpasser en élevant le regard au-delà de l'horizon de l'égoïsme et des intérêts partisans pour chercher le bien commun. Écho, nous rejoignons maintenant lancement officiel à Gao de la formation de 2100 jeunes faiblement scolarisés en entrepreneuriat. Ce projet doit permettre à de nombreux jeunes de Gao de s'installer à leur propre compte, nous dit Driss Akoni. Il était annoncé et c'est désormais chose réelle. Le projet de développement des compétences et emploi des jeunes ProSège entre dans sa phase active. 2100 jeunes et femmes faiblement scolarisés du Mali pourront enfin s'installer à leur propre compte grâce à cette initiative du gouvernement malien appuyée par la Banque mondiale. La relance de l'économie malienne passe par le secteur privé et l'État malien l'a compris et veut en faire son leitmotiv. Le premier responsable du département de l'emploi est venu lui-même donner le top départ de l'étape de Gao. Il y a 40 jours, nous procédions à Kita au lancement officiel de l'opération 2100 jeunes entrepreneurs en 2015. Au cours des formations dont nous donnerons le ton dans quelques instants, les jeunes sous la direction de formateurs avisés vont acquérir des connaissances et des compétences indispensables pour réussir en affaires. Ils seront outillés et en mesure de développer des aptitudes pour surmonter les défis liés à l'entrepreneuriat. Le quota de la 7e région qui est de 210 jeunes est réparti comme suit: 110 pour le cercle de Gao, 40 pour Bourem, 40 pour Ansongo et 20 pour Menaka. Les travaux qui se dérouleront en 10 sessions de formation commencent aussitôt. Les femmes représentent 60% de l'effectif global. À la suite du processus de dépouillement, 11 431 dossiers de candidature ont été recensés sur lesquels on dénombre à peu près 7 000 hommes et 4 500 environ femmes. En outre, 189 dossiers de personnes souffrant de handicap ont également été recensés. Les résultats de la sélection accordent une place importante aux candidatures féminines et ce conformément aux orientations de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta. Les autorités régionales et politiques, les jeunes de Gao et ceux bénéficiant du stage de qualification de l'APEJ ont réservé un accueil chaleureux à la délégation du ministre Mahaman Babi.
Autre grand titre de cette édition en 5e région, 25 milliards de francs CFA, c'est le coût des travaux de réhabilitation et d'équipement des écoles en mobilier scolaire dans la commune de Soy, cercle de Mopti, et dans 7 autres communes du cercle de Douanza. Une mission conjointe à AGETIP Mali et l'unité de coordination du projet de reconstruction et de la relance économique vient de lancer les 10 travaux. On fait le point avec Mahamar Ibrahim Touré. Le projet de la reconstruction et la relance économique a été initié par le gouvernement du Mali avec l'appui de la Banque mondiale Fonds IDA. Le volet éducation mis en œuvre par l'AGETIP Mali vise à réhabiliter et à équiper les infrastructures à mobilier scolaire et rétablir les activités productrices des communautés des communes de Soy dans le cercle de Mopti et 7 communes du cercle de Douanza. Dans le cadre de la réception des travaux réalisés à 25 milliards de francs CFA, une mission conjointe AGETIP Mali et l'unité de coordination du projet a sillonné les localités. Nous avons opté par une procédure de participation active de la population à faire une identification des besoins du volet éducation dans certains cercles, notamment les cercles de Mopti, Douanza et Gao. Nous avons procédé à leur réalisation. Grâce à l'AGETIP, on a pu quand même réhabiliter quelques écoles, telles qu'au second cycle 1 et au second cycle 3. Et par rapport au mobilier, Dieu merci, c'est toutes les écoles de Douanza qui ont... L'objectif qu'on vise aujourd'hui, c'est vraiment d'arriver à identifier des actions pouvant être exécutées dans l'enveloppe disponible pour pouvoir lancer le processus de réhabilitation afin que ces infrastructures soient de nouveau fonctionnelles et puissent offrir les services qu'il faut aux populations. Les spécialistes en infrastructure, l'unité de coordination du projet de reconstruction de la relance économique assurera le contrôle de qualité des actions de l'État et la signature des procès-verbaux attestera une visibilité du projet auprès des collectivités territoriales et des populations bénéficiaires. Le projet est financé pour un coût de 50 milliards de francs CFA. Voilà, nous restons à Mopti pour parler cette fois-ci des moutons. Oui, le gouverneur vient de procéder au lancement de l'opération vente promotionnelle des moutons de Tabaski. Au total, 3000 têtes sont concernées par cette action. Le gouvernement veut contribuer à l'accessibilité de ces animaux à quelques jours de la fête de Tabaski. On retrouve Mahamar Ibrahim Touré. L'opération 2015 de vente promotionnelle des moutons dans la région de Mopti est une initiative du gouvernement malien à travers le département du ministère du développement rural représenté par la direction régionale des productions et des industries animales de Mopti et ses partenaires, le projet R4G et l'ONG NEF. Elle concernera 3000 têtes de moutons reparties en 3 catégories. La fourchette de 25 000 à 50 000 marquées au rouge, 50 000 à 75 000 marquées au jaune et 75 000 à 100 000 marquées au vert. Cette activité, c'est une volonté politique de l'État d'aller dans le sens de l'augmentation des revenus de nos producteurs d'animaux et aussi essayer de donner des animaux de qualité à nos citoyens à un prix conformément à leur pouvoir d'achat. Il faut que le producteur aujourd'hui se mette en relation directe avec le consommateur. Il faut également que ces consommateurs qui sont des fonctionnaires, qui sont des paysans sans grand revenu, sachent où aller et quand pour trouver leurs moutons de Tabaski. En procédant au lancement de l'opération vente, le chef de l'exécutif régional de Mopti dira que cette initiative contribuera à l'amélioration des conditions de vie des revins des agro-éleveurs et des pasteurs. L'opération consiste à mettre les producteurs en rapport avec les consommateurs des avantages comparatifs tels que l'approvisionnement des régions en animaux dans un rapport qualité-coût très avantageux, la régulation du prix des animaux dans l'offre en bétail, l'empêchement de la spéculation qui ne vise qu'à créer la surenchère, faire acquérir aux populations des béliers de qualité et à un coût relativement conforme au pouvoir d'achat des citoyens. Auparavant, Kamankane a remis symboliquement de l'aliment bétail au président des éleveurs des petits ruminants de Mopti.
Suite aux événements récents du Burkina Faso, le chef de l'État sénégalais Macky Sall, président en exercice de la CEDEAO, et son homologue béninois Thomas Yahi Boni sont arrivés en début d'après-midi à Ouagadougou. Le président Macky Sall a déjà eu à l'aéroport un entretien d'environ 30 minutes avec le général Gilbert Diendéré. Il doit également rencontrer avec son homologue béninois des personnalités politiques et de la société civile burkinabé en vue d'une solution, disent-ils, acceptable pour tous. En troisième région, des exemplaires du Coran pour les mosquées des 12 communes de Yanfolila. La cérémonie s'est déroulée mercredi dernier à la grande mosquée de la localité. Compte rendu, Daouda Diakité. Les communautés musulmanes des 12 communes du Wassoulou-Mbalé, à travers leurs leaders religieux, étaient tout heureux de recevoir 240 exemplaires du Saint-Coran. Un geste du ministère des Affaires religieuses et du culte. Et c'est le premier responsable en charge du département qui s'est fait le devoir de les remettre en main propre. Alors on comprend aisément le sentiment de joie et de reconnaissance des bénéficiaires. Dieu le Tout-Puissant nous recommande dans le Saint-Coran de rester unis. Et c'est cet état de fait qui a amené le ministre, accompagné d'une forte délégation, à nous faire ce don qui nous va droit au cœur. Une démarche qui permet de renforcer la connaissance des fidèles musulmans sur les enseignements du livre saint et favoriser du coup le raffermissement des relations humaines, l'esprit de tolérance et la culture de la paix et de la réconciliation entre les communautés. Il y a beaucoup de dérapages pour des dérives aujourd'hui au nom de l'islam. Donc, remettre le Coran à une communauté, je pense que cela va amener cette communauté à pouvoir comprendre davantage l'islam et à partager le savoir entre les musulmans. Le Mali, dans sa diversité culturelle, ethnique et religieuse, a toujours connu un islam de paix. Le président de la République a toujours souhaité que donc de l'enseignement des religions et aujourd'hui donc de ce livre saint, le Coran, que l'on puisse tirer un certain nombre d'éléments qui fondent une société moderne d'hommes et de femmes unis, avec un cœur d'amour, hein, c'est cela, imiter les actes posés par le prophète. Un séjour qui aura permis au ministre de respecter la tradition en rendant visite à la notabilité et à l'imam de la grande mosquée de Yanfolila. Pour la réussite du Hajj 2015, le consulat du Mali à Jeddah, en Arabie Saoudite, travaille en étroite collaboration avec le ministère des Affaires religieuses et du culte. Déjà, plusieurs rencontres se sont tenues dans ce sens. Envoyés spéciaux, Mahamadou Doumbia, Idrissa Traoré et Cheikh Abouakar Touré. Pour l'organisation et la réussite du Hajj 2015, le consulat du Mali 6 à Jeddah a mis les bouchées doubles. Et pour y arriver, des dispositions ont été prises afin d'améliorer les conditions de séjour et le bon déroulement du Hajj. Cette action accompagne naturellement la mission du département en charge des affaires religieuses et du culte. Nous servons d'interface entre notre département en charge des affaires religieuses et les autorités du pays hôte. Cela se passe par la transmission des dossiers, à l'accueil des pèlerins et à notre humble implication en cas de difficulté au niveau des services douaniers et de la police. Ainsi, depuis Bamako, le consulat du Mali a participé à plusieurs séances de formation organisées à la maison du Hajj par le département des affaires religieuses et du culte. Les thèmes de ces formations concernaient par exemple le fret, le processus du Hajj et les bonnes conduites du pèlerin. Au cours de ces ateliers, nous avons dit un certain nombre de choses à ne pas faire par le pèlerin, notamment l'importation de médicaments prohibés, les grandes quantités de cola, autre chose prohibée par ce pays. Troisième pouvoir, il y a une cargaison de cola. Nous pensons que pour le moment, je vous parle, par exemple pour les produits prohibés, notamment le tramadol, nous n'avons pas été saisis par les autorités sécuritaires de l'Arabie Saoudite. En tous les cas, seul compte la bonne collaboration pour l'image de notre pays, un pays qui a besoin aujourd'hui de paix et de tranquillité. Comme l'exige notre religion, nous voudrions qu'ils prient pour le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, pour leur pays, et pour eux-mêmes et pour leurs proches.
Et puis, depuis le 5 septembre 2015, Madame Manassa Danyoko, président de la Cour constitutionnelle du Mali, effectue une visite au lieu saint de l'islam en vue d'accomplir l'un des 5 piliers de l'islam, le pèlerinage. Au cours de son séjour saoudien, Madame le président de la Cour, conformément aux dispositions constitutionnelles relatives aux fonctions de régulation et de stabilisation de l'État par la Cour, a demandé solennellement aux imams des saintes mosquées de faire des bénédictions en vue du retour définitif de la paix et de la stabilité dans notre pays, le Mali. Les dites prières ont été organisées aujourd'hui même. Madame le président de la Cour adresse ses vifs remerciements aux plus hautes autorités du Mali pour la bonne organisation du Hajj 2015 ainsi qu'aux autorités saoudiennes pour l'accueil et l'hospitalité qui lui ont été réservées au cours de ce voyage religieux. Une soixantaine d'agriculteurs venus des régions de Mopti, Sikasso, Koulikoro et Kai visitent l'Institut international de recherche sur les cultures des zones semi-arides, les champs expérimentaux et les démonstrations d'arachide de Samanko. Cette activité entre dans le cadre de la journée du paysan, nous dit Fademba Keïta. Le programme Arachide de l'ICRISAT explore les voies et moyens susceptibles de promouvoir, à partir des recherches et technologies existantes, la production des variétés en expérimentation. Sur le terrain, pour cerner le système, 3 groupes ont été constitués. Chacun d'eux est piloté par un assistant de recherche. Ceci permet aux acteurs du projet de mieux expliquer aux producteurs les différentes techniques de production de l'arachide, des variétés expérimentées sur les lignées et les résistances à l'aflatoxine. Nous sommes sur un champ d'expérimentation, là où nous avons plusieurs essais de variétés d'arachide pour la résistance à la sécheresse, la résistance aux maladies foliaires, la résistance à l'aflatoxine, des variétés à cycle précoce et aussi des variétés à bon rendement avec haut rendement qu'on est en train de développer sur cette parcelle. Les progrès réalisés par le projet Amélioration de la production et de la productivité de l'arachide sans aflatoxine sont dus aux recherches menées dans le laboratoire mis en place par l'ICRISAT et ses partenaires. La principale activité du laboratoire, c'est la gestion de l'aflatoxine, qui constitue aujourd'hui l'aflatoxine un problème de santé publique qui intéresse beaucoup de chercheurs à travers le monde. Donc nous avons des activités de recherche sur l'aflatoxine et nous avons des essais au champ et également nous faisons le contrôle qualité. Donc pour mieux protéger le consommateur, obligatoirement il faut passer par un contrôle qualité. Le projet a 4 objectifs. Le premier, c'est d'améliorer les technologies de production de l'arachide, d'améliorer la dissémination et la distribution des semences améliorées, de faire en sorte que les paysans aient les technologies adéquates pour lutter contre l'aflatoxine. Comment nous allons faire en sorte que les paysans soient en possession des technologies de transformation de l'arachide. La vulgarisation à travers tout le pays des variétés utilisées dans le cadre du projet de diffusion à large échelle des techniques de production de l'arachide mis en place est l'objectif phare du programme Arachide. Ce dernier permet de réduire la pauvreté. Le programme est présent au Mali, au Nigeria et au Ghana. La journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle a été célébrée. Le thème retenu cette année est la propriété intellectuelle et compétitivité de l'Afrique. Compte rendu, Isaac Tchenou. La journée de la propriété intellectuelle rappelle aux Africains l'importance que revêt la technologie et la propriété intellectuelle pour le développement du continent. Au Mali, l'événement est célébré à travers cette conférence de débat sur la propriété intellectuelle et la compétitivité de l'Afrique. L'objectif de cette journée, c'est d'encourager les utilisateurs potentiels du système de la propriété intellectuelle à tirer profit des instruments juridiques que ces systèmes mettent en place pour le développement de leur entreprise. Le ministère du Commerce et de l'Industrie œuvre à faire profiter les entreprises des avantages de ce système-là. Le défi est de taille pour les économies nationales et les entreprises africaines dans un contexte de globalisation et de libéralisation. Le rapport sur la compétitivité en Afrique 2015 fait le constat que malgré ces 15 années de croissance économique soutenue, les pays africains sont parmi les moins compétitifs du monde. En l'absence des facteurs de la compétitivité, les transformations structurelles souhaitées ne s'opèrent pas et la croissance économique ne repose pas sur des bases solides et inclusives. En parlant de compétitivité,
Il est question de la mise en œuvre de ces facteurs essentiels, au premier rang duquel l'on s'accorde généralement à mentionner l'innovation. Cette journée devra permettre aux opérateurs économiques de mieux cerner l'importance de leur activité, d'encourager les utilisateurs des systèmes de propriété intellectuelle à en tirer profit et aux chercheurs à valoriser les résultats de leurs recherches. Faire des propositions suivant les orientations du gouvernement pour une prise en charge des acteurs du monde agricole et du secteur informel par le régime de protection sociale. Voilà l'exercice auquel s'attelle le département en charge de la protection sociale et les responsables des organisations paysannes. Compte rendu, Nouveau Sissoko. Les populations rurales et les acteurs du secteur informel ne bénéficient d'aucun système de couverture sociale prévu par la Convention 102 de l'OIT. La mise en place de mécanismes de prise en charge des risques sociaux en faveur des travailleurs du monde agricole et du secteur informel s'inscrit aujourd'hui dans les priorités des pouvoirs publics. Il s'agit concrètement de permettre aux individus d'accéder à des garanties qui les protègent des aléas de la vie et d'autre part à des services répondant aux besoins d'émancipation des hommes et des femmes. Voilà le véritable défi. Cette concertation nationale vise à élargir la politique nationale de protection sociale au plus grand nombre de la population. Il y a besoin évidemment de tisser des liens et de promouvoir une plus grande cohérence et des synergies entre la protection sociale et la sécurité alimentaire. Le développement agricole et la transition, l'économie informelle au formel, pour une véritable réduction de la pauvreté. Un autre défi est de surmonter les prestations souvent fragmentées de la protection sociale, indépendamment des autres politiques économiques et sociales. Au terme de 2 jours de travaux, les participants feront au pouvoir public des propositions de prise en charge des risques sociaux au bénéfice du monde agricole et du secteur informel. La problématique de l'emploi des personnes handicapées, c'est le sujet d'échange et de sensibilisation des partenaires en charge de la protection de cette couche vulnérable. Handicap International et d'autres acteurs de la question étaient réunis pour en parler. Compte rendu Adama Koulibaly. Des entreprises sont engagées en faveur de l'intégration du handicap. Handicap International, en partenariat avec des responsables des sociétés et entreprises, à travers un projet, travaille pour favoriser l'accès des personnes handicapées à un emploi décent. Le projet va permettre l'organisation de plateformes pour échanger sur comment des entreprises pilotes peuvent penser à une politique d'emploi des jeunes en situation de handicap dans les entreprises. Depuis plusieurs années, l'État malien a abattu un immense travail pour lutter contre l'exclusion des personnes en situation de handicap et favoriser leur insertion professionnelle. Malgré la problématique de l'insertion professionnelle de cette couche vulnérable demeure. Selon le BIT, moins de 20% des personnes handicapées ont un emploi et l'exclusion des personnes handicapées du monde du travail prive la société d'environ 1370 à 1940 milliards de dollars du PIB annuel mondial. Cet atelier nous donne l'opportunité de solliciter les pouvoirs publics, les pouvoirs politiques et le secteur privé pour créer des conditions véritables en favorisant l'intégration socio-professionnelle des personnes handicapées. Cela est bien possible dans une société qui se veut solidaire, juste et équitable, dans laquelle chaque citoyen doit participer au développement global de notre pays. Handicap International, pour réussir sa mission d'appui aux personnes en situation de handicap, travaille avec l'ANPE et l'APEJ pour intégrer durablement la prise en compte de la dimension du handicap. La lumière pour tous. La lumière du Venezuela, c'est le titre d'une exposition d'ouvrages qui a été inaugurée hier soir à l'ambassade de la République bolivarienne du Venezuela au Mali. Les œuvres exposées ont été réalisées par le peintre vénézuélien Armando Rivero entre les années 1930-50. Le vernissage a été également marqué par une projection de série documentaire retraçant le parcours des œuvres de l'icône de l'art plastique du Venezuela, l'œil de Modibo Soare.
C'est dans la salle Hugo Chavez que l'ambassade de la République bolivarienne du Venezuela dans notre pays a invité le public à découvrir les reproductions de 15 tableaux les plus emblématiques de l'artiste peintre vénézuélien Armando Rivero. Le peintre le plus authentique et original, décédé en 1954 et qui a milité dans le fameux groupe appelé le Cercle des Beaux-Arts entre 1912 et 1920 en opposition à ses dogmes. Armando Rivero cumple mañana 61 años de muerte. Demain seront les 61 ans de mort d'Armando Rivero et ses restes mortels seront en œuvre au Panthéon national comme patrimoine de la nation, qui en vue à montrer la beauté de son pays. Et dans l'actualité, ces œuvres représentent la vénézuélité. À travers ses œuvres naturistes et paysagistes, l'artiste Rivero a voulu créer les bases d'une peinture authentique et nationale. Il a travaillé sur des matières et autres matériaux composés de pierres, de bois de cocotier afin de faire des murs rustiques et autres. En somme, ses œuvres plongent le visiteur dans un univers d'objets insolites. Je crois que c'est très intéressant les auto-retraits qu'il a fait de lui-même avec son entourage, avec la nature. Ça veut dire qu'il y avait un homme très amoureux de la vie, de l'être humain, mais aussi de la nature. Je trouve que vraiment c'est un auteur pour ce siècle, en tout cas, pratiquement la première moitié du XXe siècle. Alors il était beaucoup en avance sur beaucoup d'écoles qui se reflètent en lui et où, alors je vais conclure par ce courant d'actualité, il est encore d'actualité et il pourrait sans doute inspirer beaucoup de jeunes artistes, de jeunes peintres, notamment les Maliens. La lumière du Venezuela, une exposition ouverte au public pour quelques jours encore, est visible à l'ambassade du Venezuela à l'ACI 2000 de Bamako. Sport basketball, cette bonne nouvelle aux 11e Jeux africains de Brazzaville, les Aigles dames ont remporté la coupe. En finale, nos basketteuses ont battu le Nigeria 73-57 et inscrivent ainsi pour la première fois leur nom aux Jeux africains. Chez les messieurs, le Mali a terminé à la 4e place. Maintenant, en images, les finales de la Coupe du Mali de basketball se jouent demain, samedi, au Palais des Sports. En homme, le stade malien de Bamako sera face à l'AS Police et en dame à Tar Club de Kidal en découdra avec le Djoliba AC. Ces finales de la Coupe du Mali donc de basket démarreront à 15h. À la veille de ce grand rendez-vous, les finalistes ont reçu des équipements de la part de la Fédération malienne de basketball et son sponsor, compte rendu Abdul Karim Kaba. Trois faits inédits caractérisent ces finales de la Coupe du Mali de basketball. D'abord, c'est la première fois que le sponsor habille les finalistes. C'est la première fois que l'événement soit retransmis sur le site de la Fédération malienne de basketball, www.fmbb.ml, en français et en bamanankan. Aussi, c'est la première fois que l'entrée est gratuite. Ces finales sont placées sous le signe de la paix et de la réconciliation. Le basket est un sport qui gagne au Mali et nous nous devons de le porter encore plus haut. Et aujourd'hui, je crois que les récipiendaires, les 4 clubs qui vont recevoir ce maillot, seront contents et vont se battre devant le chef de l'État, dont vous savez le combat pour la paix au Mali. La fédération a effectivement décidé cette année que l'entrée pour les finales de la Coupe du Mali sera gratuite, parce qu'on veut donner un éclat particulier à cette fête. Notre pays a été en crise pendant longtemps et on veut sortir de cette crise par la fête du sport, par la fête du basket. Et j'espère que les 4 équipes vont se battre comme de vrais grands Maliens afin que le meilleur puisse gagner. La finale en hommes opposera le Stade malien de Bamako et l'AS Police. Cette rencontre démarre à 15h. Quant à la finale des dames, elle mettra aux prises Atra Club de Kidal et le Djoliba Assi à partir de 17h. Cette affiche est un remake des play-offs du championnat national de la discipline. Et c'est le Djoliba qui a pris le dessus. Les finales de la Coupe du Mali de basketball, c'est ce samedi au Palais des Sports.
Le monde de l'information et de la communication est en deuil. La mort vient de faucher notre confrère Mohamed Touré, journaliste que vous avez pu peut-être connu sur ce même plateau. Il a travaillé à l'ORTM et a occupé des fonctions de rédacteur en chef adjoint à la télévision nationale avant de se retrouver à la Mikado FM, la radio de la MINUSMA. Ses obsèques donc bienvenue dans cette première édition de la journée. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu en audience le commandant des forces de l'opération Barkhane. Entre les deux personnalités, les échanges ont porté sur l'évolution de la situation sécuritaire au nord du Mali. Il a également reçu le directeur général de la Société de gestion de l'énergie de Manantali. Voilà, je le disais tout à l'heure, le monde de l'information et de la communication en deuil. La mort vient de faucher notre confrère Mohamed Touré, journaliste que vous avez pu voir donc sur ces images tout à l'heure. Donc, il a travaillé à l'ORTM, a occupé des fonctions de rédacteur en chef adjoint à la télévision nationale avant de se retrouver à Mikado FM, la radio de la MINUSMA. Les obsèques auront lieu demain, samedi 19 septembre, chez lui-même au 501 logements. D'ores en paix, chers confrères. Ainsi va la vie. C'est donc la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Autre disparition, c'est donc Cheikh Oumar Diko, professeur principal de l'enseignement secondaire général de classe exceptionnelle, qui a été inhumé cet après-midi au cimetière de Kalabankoura. Il fut directeur de l'académie d'enseignement de Mopti. Nous allons vous proposer tout à l'heure cet élément avec Fousseini Tunkara. Vous pouvez d'ailleurs suivre cet élément. Né le 5 décembre 1951 à Ségou, c'est une grande figure de l'éducation qui vient de partir. Décédé ce vendredi, le corps de Sékou Diko a été porté cet après-midi à sa dernière demeure. Sékou Diko était professeur principal de l'enseignement secondaire général de classe exceptionnelle. Il est détenteur d'une maîtrise en lettres modernes et a suivi plusieurs formations hors du Mali, notamment à l'université Massachusetts aux États-Unis. Dans sa carrière, l'illustre disparu a occupé plusieurs postes de responsabilité. Diko était bon, Diko était juste, Diko était honnête, je dirais également. C'est toutes ces qualités, parmi tant d'autres, qui lui ont valu d'être cité en exemple parmi les dignes fils de ce pays et d'être décoré de la médaille de chevalier de l'ordre national du Mali. Les compagnons de Sékou Diko gardent de lui de très bons souvenirs. J'ai gardé de lui que c'était un homme d'abord très pieux, un homme bon. Un homme qui a ses principes, mais des principes qu'il appliquait à lui-même. Il fut un grand homme dans le cadre de la connaissance et de la croyance religieuse. Il a vécu avec la mort, il a préparé la mort, et je pense que compte tenu de ce que je sais de lui, il sera bien accepté par le Tout-Puissant. Voilà, d'ores en paix, c'est ainsi que va la vie, mesdames, messieurs, ainsi prend fin cette édition. Au nom de l'ensemble des réactions, merci de votre aimable attention. Au revoir et qu'Allah bénisse vous, Marie.